avoir 23 ans aujourd'hui, c'est être jeune. Et la jeunesse, selon le Robert, c'est le temps de la vie entre l'enfance et la maturité. Mais surtout, avoir 23 ans aujourd'hui, c'est aussi une force d'idée, de dynamisme, de voix et une volonté de faire vraiment bouger les choses. Précisément aujourd'hui, la question du vivant se trouve au cœur de cette force et de cette jeunesse. Nous souhaitons donc, au sein de l'équipe de Thanks for Nothing, valoriser et représenter ces nombreuses voix à la force inlassable qui œuvrent pour un monde meilleur aujourd'hui. Donc tout d'abord, je voulais vraiment remercier Camille Etienne, activiste pour la justice sociale et climatique, auteure et comédienne au sein du collectif Avant l'orage qui va prendre la parole tout de suite, et aussi tous les jeunes candidates et candidats qu'on a reçus pour le plaidoyer des jeunes générations pour le vivant, qui vont prendre la parole tout de suite après, qu'on a invité du coup à présenter, à proposer des actions concrètes et innovantes et engagées pour le vivant, et qu'on va avoir le plaisir d'écouter juste après Camille. Donc Camille, je t'invite à monter sur scène. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Oui, ça marche, non? Merveilleux. Eh bien, merci infiniment à toutes et tous d'avoir décidé de passer un petit moment dans cette salle sombre, alors qu'il fait très beau dehors. Je suis très flattée. Moi-même, je ne sais pas si je serais venue à ma propre conférence, donc merci d'être là. On a un petit moment ensemble et l'idée, toujours, dès que j'ai l'occasion de faire ces rencontres-là, ce qui m'intéresse le plus et ce que je trouve le plus intéressant quand je suis dans un public, c'est précisément d'échanger, parce que sinon, à la limite, au pire, on regarde ça sur YouTube et c'est très bien, il y a des gens plus intéressants qui pourraient vous dire la même chose. Donc profitons du fait qu'on soit des personnes a priori intéressées par les mêmes questions, puisqu'on se retrouve dans cette salle, pour échanger et donc à tout moment, si vous avez des questions, je préfère limite même que ce soit que ça. C'est toujours difficile de réveiller au début les salles, surtout dans cette salle impressionnante. Donc n'hésitez pas à lever la main à n'importe quel moment et je pourrais dire la technique d'aller amener des micros. Et je vais essayer de le plus tôt possible passer aux questions et de laisser un peu de temps pour des gens merveilleux qui sont venus pour vous parler de leurs associations. Et j'ai pu en discuter avec certains et certaines et j'ai envie de leur laisser le plus de temps possible parce que les actions sur le terrain sont urgentes. Pour vous raconter un petit... Ah mais voilà, mais j'ai mon slide. Attendez, c'est très technologique tout ça. Waouh, ça va être très très grand. Pour rendre à César ce qui appartient à César, j'étais très en retard parce que je sors mon livre là, et donc, du coup, je n'ai pas du tout le temps de faire moi-même mes slides. Donc, c'est une fake news, c'est des personnes géniales de l'organisation de cette ONG qui ont travaillé et qui ont fait pour moi des slides. Je n'ai aucun mérite sur ce PowerPoint. Mais voilà, juste pour me présenter pour celles et ceux pour qui on ne s'est jamais vu encore, déjà, je suis d'abord activiste, dans le sens où ça occupe une immense partie de mon temps, si c'est pas tout mon temps quand je ne dors pas. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'être activiste aujourd'hui? C'est de prendre des sujets qui sont particulièrement peu traités et qui pourtant ont une urgence vitale d'être traités. Notamment là j'ai travaillé sur ECOP, qui est une pipeline qui va être faite par Total Energy entre l'Ouganda et la Tanzanie. Et donc ce qui se passe dans mon quotidien, c'est des gens, des activistes qui sont arrivés d'Ouganda et qui m'ont dit comment est-ce qu'on fait? Parce qu'il se trouve qu'il y a une pipeline qui commence à être installée chez nous par une entreprise française avec des banques françaises et européennes et des assurances françaises et européennes. Donc, non pas aidez-nous, mais juste comment est-ce qu'on fait pour arrêter, que vous nous aidez à arrêter ce qui se passe chez vous et ce qui part de chez vous. Donc, c'est un peu comme ça que ça avait commencé. Et pourquoi le lien avec l'art et avec ma tête en géant et une danseuse derrière? Ça arrive très vite. C'est que dans l'activisme, il y a plein de stratégies qu'on peut mettre en place, et ce que je trouve toujours le plus fascinant, c'est précisément d'utiliser la créativité. Et dans l'art, c'est l'essence même du travail que d'être créatif. Et c'est peut-être là notre plus grande force, quand on se bat, donc en l'occurrence on était 5 jeunes contre Total Energy, la plus grande compagnie française qui a fait les profits historiques. Vous imaginez bien qu'on part quand même pas avec un grand avantage au début. Donc notre seule force, c'est peut-être d'abord la créativité. Et par cette créativité, c'est-à-dire retourner la question.
Et pas seulement dire on va utiliser les méthodes traditionnelles ou qu'on a en tête spontanément de faire des marches, des pancartes et des blocages. C'est utile aussi. Mais comment est-ce que on demande aux gens qui viennent nous aider, qui viennent de nous demander comment est-ce qu'on peut vous aider? Pour une fois, on retourne la question. Et on dit mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Comment est-ce qu'on peut travailler ensemble? Parmi ces gens-là, il y a eu des danseurs et des danseuses qui nous ont dit bah, je peux venir en manif si vous voulez, hein, je peux signer une pétition comme tout le monde, mais on peut aussi danser. Et alors ça devient intéressant. Parce qu'alors, on ouvre un monde total de créativité devant nous et un monde d'action, mais qui est infini. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a été devant le siège d'Au-Total Energy. Sauf qu'au lieu de faire comme d'habitude, d'être avec nos pancartes, et on s'est retrouvés à utiliser, il y avait 25 danseurs qui ont appris une chorégraphie, qui ont dansé sur une musique, ou pareil, un musicien a dit bah, si je peux filer un coup de main, j'ai dit tout à fait, il faudrait une musique pendant une semaine. Donc il a totalement, c'est devenu un tube qui joue maintenant des zéniths, c'est un peu absurde, mais ça s'appelle Pipeline, si vous voulez aller écouter, elle est géniale, cette musique. Et ça a permis de dérouter d'autant plus parce qu'on surprenait, parce que par la créativité, on arrivait à être dans un autre endroit où on nous attendait moins, et donc à créer une actualité, et être un peu en avance de celle-ci. Et c'est ce qui me semble intéressant quand vous pensez des projets où vous voulez faire advenir une action, c'est se dire comment est-ce qu'on n'est pas qu'en réaction à ce qui se passe. C'est intéressant aussi, mais du coup, bah, voilà, il y a un projet qui est de pipeline, on n'est pas content, on le dit. Il y a une loi qui va être votée, elle n'est pas à la hauteur, on n'est pas content, on le dit. C'est utile pour les prochaines, mais on ne va jamais changer celle-là. Ce qu'il faut, c'est faire monter des sujets qui ne sont pas aujourd'hui sur le devant de la scène, et pour autant où les décisions qui sont prises, là on arrive au moment donné où il est encore temps de faire quelque chose. Et donc il faut faire en sorte qu'on occupe la salle, qu'on prenne la scène. Et comment est-ce qu'on fait ça? Avec la créativité. Autre exemple que je voulais vous donner, c'était avec la loi climat. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la Convention citoyenne pour le climat. Ça vous dit quelque chose? Trop bien. J'ai prononcé ce mot 1500 fois dans ma vie, je pense, et c'est très long, Convention citoyenne pour le climat. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une loi qui est sortie, super, tout ça, mais Total, pas du tout Total, je fais une obsession, pour une fois, c'était pas eu. Des lobbies de la publicité et de l'automobile avaient saboté la loi parce qu'évidemment, bah, il y avait dans les propositions l'idée d'interdire la publicité sur la SUV et de taxer des SUV trop gros. Pas du tout pratique quand notre métier est de fabriquer des SUV, ça ne nous arrange pas tout à fait cette loi. Donc ils sont débrouillés, hop, la loi est devenue complètement vide. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Pareil, on recommence l'histoire, on est 5 pélos et on arrive devant l'Assemblée nationale. Et on se dit, bah, on va rester là. Il y a 3 semaines de négociations, on va rester là. Puisque eux, les lobbies ont réussi à faire ça et à leur parler, bah nous, la démocratie, c'est on vous a élus. Donc on sera là 3 semaines, on sait que vous êtes à l'intérieur, venez nous voir, on va être des lobbies citoyens. On veut que vous puissiez parler aux gens qui vous ont élus. Et donc, on sait que vous aurez au moins 3 minutes dans votre vie à un moment donné à la pause café. Donc on sera là tout le temps et vous aurez plus de bonnes excuses. Parce que vous ne pourrez pas dire que vous n'êtes juste pas dispo. Vous ne pouvez pas être dispo pendant 3 semaines à un moment donné, ça ne marche plus. Donc on est resté là. Et puis petit à petit, ça a commencé à prendre de l'ampleur, je vous passe les détails, mais ça a commencé à pas trop arranger Darmanin parce que on arrivait à avoir des gens de la majorité qui venaient nous voir parce qu'on avait instauré une forme de rapport de force où il y avait de plus en plus de gens qui venaient de partout. C'était magnifique, il y avait un côté un peu nuit debout. On se mettait à parler de la démocratie, d'écologie avec des gens qui ne s'étaient jamais spécialement rencontrés, des gens qui n'avaient jamais fait d'action, des passants qui passaient par là, des voisins qui nous voyaient tous les matins là, ils se sont dit bon, on va aller donner des gâteaux, du café, puis ils restaient. Donc c'était assez magnifique ce qui s'était passé là. Je vous passe les détails, mais on reçoit un courrier un soir, en plein milieu de l'action, par le Didier Lallemand, qui était à l'époque chef de la police, et qui nous dit eh bien, dès demain, vous n'avez plus l'autorisation de la préfecture de retourner. Donc en gros, quittez les lieux, au revoir, merci. Chose à laquelle on a répondu par une action juridique, qui n'est pas le sujet aujourd'hui, c'est-à-dire un juge des référés qui nous a permis de gagner en procès contre lui, en disant le droit de manifester est tout à fait important, donc ils ont le droit de revenir. Mais en attendant, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On a des centaines de gens qui viennent chaque jour sur cette place-là, on a la presse qui vient, on a les députés qui viennent, à qui on arrive à arracher quelques amendements et à faire passer. On ne peut pas tout arrêter. Et c'est là que l'art et la créativité, alors l'art c'est un grand mot pour ce qu'on a fait, mais au moins la créativité a été la meilleure des réponses. Parce qu'on avait, le contexte c'était la pandémie, et ils nous disaient en gros, vous n'avez plus le droit de vous rassembler.
alors qu'on le faisait dans les règles gestes barrières, etc. Mais on avait le droit de faire du sport, à l'époque, dehors. Et bien, très bien, on va aller faire du sport, dans ce cas. Donc, on est arrivé en tenue de sport, devant l'Assemblée nationale. Et on proposait aux députés, ne venez pas débattre avec nous de la loi climat, venez faire des abdos devant l'Assemblée, si vous voulez, petit clin d'œil. Ce qui était légal. On a dérouté la norme froide, la norme qui écrase, qui rapetisse, avec de l'humour un peu, et de la créativité. Et ce qui a fait qu'on s'est retrouvés le jour d'après avec 50 personnes qui faisaient le tour de l'Assemblée en vélo, ce qui rendait complètement fou la police, parce que juste, on fait du vélo, je n'avais pas de problème. Ensuite, on a fait venir une équipe de rugby, women, qui sont arrivées avec leurs ballons. Elles se sont retrouvées en couverture de Libé, c'est quand même assez peu de sens non plus pour elles. On a fait des footings avec des sénateurs entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Tout ça en continuant et en débattant et en étant le but, c'est pas juste de faire du sport avec des députés. Mais ça a totalement... En fait, c'est retourné contre eux parce que c'était un peu marrant. Donc il y a plein de gens qui, on n'avait pas spécialement grand chose à faire de la Convention citoyenne pour le climat, de dépoussiérer la démocratie, mais qui sont venus parce que c'était drôle. Plein de médias qui n'en parlaient pas du tout, mais qui ont décidé d'en parler parce que le mode d'action qu'on avait était un peu déroutant. Et c'est un peu ce qui s'est... Et ça a totalement marché, dans le sens où c'est ce qui nous a permis de faire exploser x10 l'action, d'avoir une couverture 15 fois plus importante que ce qu'on espérait avant. Donc merci au préfet de police, ici. Mais pourquoi je vous raconte tout ça, c'est le lien, je voulais vous donner des exemples concrets aussi, de comment est-ce que l'art, parce que je ne sais pas trop si vous êtes très knardés dans cette salle par choix, parce que vous voulez écouter des gens après, vous étiez là pour ceux d'avant et vous n'osez pas partir, donc je ne sais pas si votre intérêt, c'est un intérêt climatique, un intérêt artistique, ou pas d'intérêt du tout, donc j'essaye de vous donner un peu du lien entre les deux. Parce que dans ce lieu du Louvre, c'est quand même intéressant de parler de l'art et de l'engagement. Autre sujet sur l'art et l'engagement, plus récent, pour ne pas parler que de moi quand même, ça m'arrive, ce qui s'est passé avec Just Stop Oil. Est-ce que tout le monde voit ce que c'est Just Stop Oil ou pas? Ou les jets de soupe sur les tableaux? C'est bon, hein, tout le monde est à la ref? Okay. J'avais prévu d'en parler, mais je crois que ça dit quelque chose d'intéressant. C'est une étude a été menée ensuite en Angleterre. Donc l'idée de Just Stop Oil, c'était de se battre contre des projets gaziers en Angleterre. Le mode d'action qui a été choisi, c'est celui de déranger. Et ça a marché. Moi, de prime abord, très honnêtement, j'étais un peu, enfin, je l'ai pas dit publiquement, mais j'étais un peu pas très sûre de l'idée là. J'étais là, vraiment, les amis, on s'attaque à ça, on est ok, ça marche, pas de problème. Parce que je me disais, dans ce cas, c'est l'idée de Churchill que je citerai que pour ça, mais dans ce cas, quand on voulait couper les budgets de l'art pendant la guerre pour renflouer les caisses et avoir une armée plus forte, et qui avait répondu, dans ce cas, pourquoi nous battons-nous? Et moi qui utilise énormément l'art dans mon activisme, je trouvais ça triste aussi de se dire, est-ce que le débat, c'est vraiment de savoir, est-ce qu'il y aura encore de l'art sur une planète morte? Parce que dans ce cas, où est le beau et comment est-ce qu'on utilise ce miroir de la société extrêmement puissant que peut être l'art pour nous faire gagner du temps, accélérer des idées, réparer le vivant et inspirer l'avenir. Et finalement, ce qui s'est passé avec cette action, c'est qu'ils ont posé une question. C'est un immense point d'interrogation. Ils nous ont bousculés. Et l'idée d'être bousculé, c'est-à-dire qu'on a un ordre établi et qu'on déroute. Donc il y a une petite violence. Il y a un moment donné où on est en situation d'inconfort. Moi, ça m'a mis dans une situation d'inconfort. Et l'inconfort est quelque chose dont parfois on doit chercher. Et je me suis rendu compte avec cette action qu'il faut savoir oser déplaire et que pas toutes les actions sont faites pour rassembler. Il en faut plein, des moments donnés où on arrive à embarquer avec nous et à faire corps et à faire société autour de ce sujet de l'écologie. Mais il y a des moments où c'est pas l'objectif. Il y a des moments où il s'agit de dérouter, il s'agit de bousculer. Et l'art peut être un vecteur extrêmement puissant. Et ce qu'ils ont fait, peut-être même sans le vouloir à ce point-là, c'est qu'ils ont ouvert des brèches de débat sur à quoi sert l'art. Est-ce que l'art sert forcément? Est-ce qu'il y a un art inutile? Est-ce que Van Gogh, ça leur a pas fait rire, peut-être, de savoir que la vitre de son tableau a permis de renvoyer comme ça au monde et d'un coup tout le monde s'est mis à parler de lui, hein, il était en top tweet, je ne sais pas si à l'époque c'est vraiment son objectif, mais quand même, la classe. Donc ça a permis concrètement par la suite à des études anglaises qui ont montré que ce que pensait
les gens de la société anglaise en moyenne de ces projets gaziers, qui étaient plutôt à la base mi-favorables, on s'en fout un peu quoi, ils ont complètement renversé l'opinion publique. Et maintenant, les rangs des activistes contre ces projets gaziers, les rangs de la société civile qui, sans prendre forcément part à de l'action, s'y opposaient et il y avait un avis défavorable, a complètement explosé. Donc oui, ça a marché. Et pourtant, ça nous a dérangés au début. Et c'est ça que je trouve intéressant avec l'art, c'est que ça n'est pas toujours fait pour nous plaire. Ça, évidemment, vous le savez, mais toutes les œuvres, elles sont pas être là juste pour nous complaire. Parfois, c'est bien, ça fait du bien de voir quelque chose de beau, qui nous rassure, qui nous inspire, qui nous calme. Il y a des moments où on aime bien, et notamment dans les films, c'est peut-être ce que je connais le mieux, être dérangé de notre ordre tranquille. Et c'est dans ce sens-là que je crois que l'activisme devrait d'autant plus se servir de l'art. Ça, c'était donc un petit court-métrage qu'on avait fait qui nous avait un peu fait... Voilà, ah bah trop bien. Ok, bah vas-y, je vais parler de ça. Ça marche? Oui, ça bouge. Pourquoi cette photo est très étrange? Parmi donc les actions artistiques, il y a... N'hésitez pas à me couper s'il y a des questions, hein, vraiment je le redis, mais il y a plusieurs volets. Il y a donc utiliser de l'art, vraiment pour le coup, utiliser, c'est le bon mot, comme un outil pour de l'activisme. Donc ça, c'est pas toujours évident parce que quand on fait une action, il y a des actions qui sont prévues, mais il y a, à un moment donné, il peut y avoir il y a la police qui peut arriver ou ça peut pas forcément bien se passer. Quand on fait la désobéissance civile, n'en parlons pas, tu essaies de te cacher, d'être discret, donc quand tu arrives avec un piano au milieu, c'est pas hyper évident. Donc c'est difficile d'utiliser l'art dans ces moments d'action où tout se joue vraiment à la seconde près, où on doit être dans l'imprévu, on doit être actif, on doit être discret. C'est pas évident, mais ça peut être très utile. Ensuite, il y a, comme l'a fait Just Stop Oil, questionner l'art, utiliser l'art comme un miroir géant de la société qui nous renvoie en pleine face le fait qu'on est en train d'admirer des natures mortes et qu'on est en train finalement de rendre morte la vraie. Pardon pour cette métaphore un peu glissante, mais vous voyez l'idée. Ensuite, un troisième volet, c'est celui qu'on a utilisé là, c'est d'utiliser les formes traditionnelles d'art, mais de parler d'écologie à travers elles. En plus ou moins premier degré. Là, c'est tout à fait premier degré. Concrètement, j'ai amené un orchestre au milieu des glaciers, et il y a moi dedans qui dit les glaciers fondent avec des violons derrière. Donc on n'est pas sur du subtil, on est bien d'accord? C'était pas l'idée. Et ce qu'on a fait dans ce projet-là, c'est aussi d'utiliser les émotions. Et en travaillant sur ces questions climatiques depuis un moment, mais en même temps je suis jeune, donc c'est pas non plus des années, quoi. À l'échelle de ma vie, c'est quand même beaucoup de temps. On se rend compte que la question de réhabiliter les émotions, c'est absolument fondamental. Là, j'ai travaillé sur la peur, notamment un auteur qui s'appelle Gunther Anders, dont je vous fais un mini résumé, mais ce type est fascinant. Et il travaille notamment, lui, sur Hiroshima, il a travaillé sur la Seconde Guerre mondiale. Il a fait des grands entretiens avec le pilote qui a lâché la bombe atomique et le fils de Eichmann. Donc quand même, on est sur voilà, un truc assez dur dans son quotidien. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'il racontait que les atrocités d'histoire ne sont ni bêtises ni accidents. Et que finalement, donc il est aussi sorti, pour la petite histoire gossip, avec Hannah Arendt, donc la banalité du mal, à mon avis aussi ça a infusé dans sa pensée. Mais lui, il parle de la peur comme, au contraire de ce qu'on imagine tout le temps, qui est l'idée de dire ça va nous créer une apathie. Et l'injonction à faire une écologie positive, qui parle de solutions, qui m'énerve un peu parce qu'en fait, le nombre de fois où on m'a dit, avant de rentrer sur un plateau télé ou dans des événements, en disant fais attention quand même de ne pas trop faire peur. Ne fais pas trop peur. Comme si c'était une volonté, en fait. Comme si ce qui était terrifiant, c'était pas l'état du monde. Et comme si, moi, si j'arrivais chez un médecin, j'avais envie de lui dire fais-moi pas trop peur, de lui dire dis-moi ce que j'ai, voilà, et puis moi je décide ce que j'ai envie de faire avec tes informations. Dis-moi voilà ce que vous avez ensuite 4 possibilités de traitement, plus ou moins lourdes, plus ou moins d'effets secondaires, peu importe, j'en sais rien, et puis décider. Mais je dois pouvoir, on ne peut pas prendre de décision à la hauteur si précisément on ne nous dit pas toute la vérité. Donc l'importance de la peur, c'est que la peur peut être un mouvement. Typiquement, si une voiture arrive sur moi et que j'en ai pas peur, je risque de me faire écraser, a priori. Si j'en ai peur, je vais fuir. Et donc la fuite peut me sauver. Il y a des fuites qui sauvent. Et c'est l'éloge de la fuite d'Henri Labride dont il en parle très bien. Mais pourquoi je vous racontais tout ça? C'est que ces questions de réhabilité de l'émotion,
En fait, moi je le fais, vraiment c'est un statement politique de le faire. C'est pas juste un caprice, c'est pas juste parce qu'on est trop vulnérable et qu'on sait pas être public. C'est parce que je crois que au-delà de ça, il y a un pouvoir quand même assez en place sexiste et qui fait que la question des émotions, notamment dans les sphères politiques, ont été écartées longtemps parce que considérées comme féminines. Alors que ce qui devrait nous inquiéter, c'est non pas des jeunes qui seraient éco-anxieux et qui ont peur du monde qui s'effrite, mais c'est précisément ceux qui n'ont pas du tout peur de ce qui est en train de se passer. C'est un peu ça qui est plutôt flippant, je trouve. Et pour réhabiliter ces émotions, c'est-à-dire que les réhabiliter dans l'espace public. Et là, ça devient intéressant, parce qu'alors, ces peurs existent qu'on le veuille ou non. Je veux dire, chaque personne un tout petit peu informée ou qui est consciente de ce qui... en tout cas, elle a les moyens de s'informer pour savoir ce qui se passe. Donc soit on a l'option de dire on fait pas peur, on se ment un peu, on fait comme le Père Noël, hop, ça, voilà, ça existe, c'est top, ça nous arrange de pas dire merci à nos parents, pas de problème. Donc dans ce cas, eh ben on relègue ça dans l'intime. Si on relègue dans l'intime, alors on crée en effet une génération qui ne veut plus avoir d'enfants pour des questions climatiques, une génération figée, apathique, anxieuse, très utile pour l'industrie fossile, une génération qui n'agit plus. Parce qu'elle doit prendre soin d'elle, parce qu'elle doit faire le pas de côté pour prendre soin de sa santé mentale et respirer. Or, quand on politise une émotion qu'on considère comme négative, comme la peur, en fait, d'être politisé, ça veut dire, pour moi, ça veut dire les faire exister dans l'espace public. C'est-à-dire avoir des moments où on dit collectivement, bah oui, il y a des choses qui nous bouleversent. Il y a des choses qui nous font pleurer, il y a des décisions politiques dures à prendre, il y a des moments pas évidents, il y a des choses qui nous traversent. Les scientifiques sont bouleversés aussi par des émotions quand ils découvrent des choses. Et bien là, ça devient très intéressant parce qu'alors, on peut ouvrir ces peurs intimes et les faire exister dans la sphère publique. Tout ça, je vous raconte ça parce que pour moi, c'est le fondement de pourquoi est-ce que l'art peut être très utile dans l'engagement aussi. Il m'arrive de faire des discours tout à fait juste rationnels, avec des chiffres, avec tout le temps, d'être dans l'argumentation dans la tête seulement. Mais je crois que c'est important aussi d'avoir ces moments où en fait on se tait un peu, ce que je fais pas du tout maintenant, je vous l'accorde, mais ça sera plus tard. On se tait aussi un peu et où on arrive à digérer les émotions. D'un point de vue stratégique, pour assurer les plus cartésiens et cartésiennes d'entre vous, en travaillant avec des neurologues sur cette question, c'est aussi parce qu'on vit dans une société d'infobésité. C'est un terme sociologique qui montre qu'on n'a jamais eu dans l'histoire accès à autant d'informations. On est soumis à plus de 1000 marques par jour, on ne les voit même plus, on ne s'en rend même plus compte. On a accès à l'information, on est vraiment dans de l'ultra présent. Dire les réseaux sociaux sont un endroit de la guerre de l'attention. Ce qui compte, c'est de capter notre attention. Donc on est dans toujours plus vite, toujours plus court, pour réussir à happer ces secondes qui valent de l'or. Et elles valent littéralement de l'or, puisque c'est un espace publicitaire. Notre temps, notre attention est vendue à des multinationales pour y mettre de la publicité. Donc quand on est dans ce schéma-là, pour faire passer une idée qui nous semble fondamentale et importante, par exemple la pipeline en Ouganda dont je vous parlais, par exemple une loi climat qui va être votée où il faudrait qu'on proteste, par exemple un choix politique, et bien stratégiquement, comment est-ce qu'on fait pour qu'on s'en souvienne? Parmi toutes ces informations que la personne à qui on a envie de le dire va être soumise, comment est-ce qu'on fait pour qu'elle reste? Une des choses qui me paraît intéressante et importante, c'est qu'on va retenir, et ça c'est pas moi qui l'invente du tout, hein, c'est le neurologue qui nous le dit, on va retenir ce qui nous touche. Bon, ça paraît quand même assez évident, parce que ça va aussi passer dans une autre partie du cerveau. Et donc on va le processer complètement différemment. Et donc c'est pour ça que c'est pas qu'un caprice un peu mou de vouloir aller mettre mes meilleurs potes qui sont musiciens dans mes montagnes pour parler de la fonte des glaces. C'est aussi parce que si je veux que les personnes soient bouleversées comme je pu l'être par la fonte des glaces et envie de tout mettre en œuvre pour éviter que ces glaciers somptueux et magnifiques ne se dérobent sous nos pieds, alors c'est un moyen efficace de le faire, d'utiliser l'art. Autre chose qu'on a fait là-dessus, je ne sais pas du tout si ça vous intéresse, je ne sais pas si vous êtes plutôt des artistes ou travaillez dans la culture dans la salle, mais si c'est le cas, n'hésitez pas à poser une question dessus à la fin. Je travaille beaucoup sur comment l'impact carbone, l'impact biodiversité, l'impact écologique, de manière générale, de la culture peut être réduite, notamment dans le cinéma. On a créé un collectif qui s'appelle 5% pour décarboner tous les tournages, notamment dans la musique aussi un petit peu, dans les compagnies de danse. Et là, dans les musées aussi, je fais avec le musée Pompidou, là ce qui se jouait ici sur nos tournages, c'est de faire ce qu'on appelle de l'éco-production, c'est-à-dire qu'on s'est fait chier. C'est ça que ça veut dire très concrètement. Là,
On a monté, là on dirait que c'est pas très haut en vrai, mais il y a une demi-heure de marche jusqu'à la route, et on a monté toutes les chaises, tous les instruments, sans moyen motorisé. Donc on aurait pu prendre un tractopelle, enfin pas un tractopelle, mais je sais pas quoi, mais un truc motorisé avec de l'essence et du pétrole qui nous aurait amené en haut, quoi. Ce qu'on n'a pas fait. Et donc j'ai fait du ski de fond pour la petite histoire dans mon enfance en compétition pendant 18 ans. Et j'ai demandé à mon coach, est-ce que ça vous dirait pas de faire un entraînement un peu spécial pour les jeunes, où on pourrait aller faire monter les chaises, quoi, et les contrebasses et les violons. Et donc en fait, il y a des images complètement folles où on a des petits comme ça sur leur ski de fond qui sont allés monter tous les instruments ici. Et c'était juste tellement les meilleurs moments de tournage, c'était des souvenirs complètement fous, et en même temps, c'est beaucoup de sens pour nous. Autre exemple, dans un tournage, il y a ce qu'on appelle le catering, et c'est vite beaucoup de gens à nourrir à un endroit. Le fait de faire un catering végétarien sur 5 jours de tournage nous a permis de faire des économies, parce que la viande, en réalité, ça coûte très cher quand on multiplie par 50 personnes. Ça nous a permis, en faisant végétarien sur tout le tournage, ça nous a permis de payer de la nourriture bio et locale. Donc on a pu avoir pour le même prix qu'un catering normal, une alimentation vraiment de hyper bonne qualité. Et autant au début, je vais pas vous mentir, les techniciens c'était pas hyper chaud. Hein. Ils ont même fait ils achetaient des saucissons en douce et tout. J'étais leur courir derrière en disant non, on ne mange pas des saucissons sur ce tournage s'il vous plaît. Et en fait, ce qui était transformé en blague, à la fin, vu qu'on pouvait avoir, enfin c'était des gens merveilleux qui faisaient la cuisine dehors sur un four qu'ils avaient construit, qu'on y mettait un son tout à fait particulier, qu'on a prouvé par l'exemple. On a qui sont rentrés, qui ont dit ok c'est bon je deviens végétarien en fait, je pensais que c'était manger que de la salade mais j'ai découvert que c'était génial. Donc là je vous donne 2 anecdotes, il y a 1000 choses dont on pourrait parler sur les transports, mais dans l'art, le lien entre l'art et l'écologie, l'art et l'activisme, il y a aussi cette question de comment est-ce qu'on fait de l'art. Il y a des sujets où on va parler d'écologie, où ça va être le cœur de l'objet artistique, mais on doit pas faire que ça. Je pense que ce serait hyper triste, un monde où... moi j'ai trop la flemme de voir des films qui seraient que sur l'écologie tout le temps. Bien sûr. En revanche, on doit prendre en compte dans la manière dont on raconte les histoires, dans la manière dont on les fait, dont on les façonne, parce qu'elles ont une empreinte sur le monde. Il faut sortir de cet imaginaire d'un artiste un peu fou qui pourrait tout se permettre parce que l'art serait au-dessus de tout. Non, on doit répondre à des lois physiques. Et donc ces lois physiques, elles nous disent que dans notre manière d'habiter le monde, on est en train de péter la biosphère. Donc a priori, on va essayer de le respecter comme le reste des espèces vivantes. Et c'est du coup assez intéressant en fait, tout le travail qu'il y a à faire, et c'est un secteur qui est très en retard dans sa transition. Ok, vous avez une petite photo de moi encore en géant. Pas de soucis, merci beaucoup. Au cas où vous n'aviez pas fait le lien avec qui vous parlez. Non, je pense que ça c'est parce que là on voit pas les danseurs, du coup là c'est juste un gros truc mégalo et pas de problème. C'est que c'était l'action qu'on avait fait avec un peu des casse des babelles et avec des danseurs et des danseuses devant l'assemblée. Ça, je veux plutôt vous parler de ça, ouais. Ah voilà, je veux dire la personne du temps. Donc je vais me taire dans 3 minutes pour vous laisser des questions. Si vous en avez, n'hésitez pas déjà. C'est trop bien, merci. J'arrive dans une seconde. Juste pour finir sur ça, quelle transition magnifique sur l'art et l'engagement. Une autre possibilité, c'est très premier degré, d'utiliser ce qu'on a fait le cinéma, par exemple. Donc là, je vous ai parlé de la musique avec un orchestre, je vous ai parlé de la danse qu'on a pu utiliser, je vous ai parlé de l'humour un peu. Ah, mais il y avait Statistique, avec qui on était sur les... Je fais des liens dans la tête. Je vous vois à moitié, en fait. Donc je vois des visages qui me reviennent, qui étaient avec moi à l'Assemblée. Et un autre projet, c'est d'utiliser les moyens traditionnels artistiques pour parler d'écologie. Et là, en gros, c'est nous, quoi. On a fait un film, je vous mets, c'est ça l'idée, hein, qui est disponible si vous voulez gratuitement. Donc, je le dis pour vous, sur TV5 Monde Plus. Et c'est une série qu'on a fait en 4 épisodes, 4 fois 20 minutes, et qui se posait cette question de pourquoi on se bat. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, donc je vais pas trop vous le raconter, mais on part à la rencontre, enfin on part vraiment dans cette question qui m'obsède de pourquoi est-ce qu'on est si nombreuses à dire je suis au courant, je suis concernée, ça me révolte, ça m'indigne, ça me fait peur, mais si peu être dans l'action. Pourquoi ce vide? Pourquoi s'il y a tout que s'est-il passé? Qu'est-ce qui se cache dans ce trou béant? Et donc, on essaie d'y répondre en allant poser des questions. Et ce qui est absurde, c'est qu'il y a une personne qui est là, qui va vous parler tout à l'heure, dont je n'avais aucune idée de la présence, et j'étais trop choquée de l'avoir en loge. Mais on est parti en voilier, encore une fois dans l'idée de faire un éco-tournage
On voulait aller en Islande parce que je voulais rencontrer des glaciologues pour passer un mois avec eux sur le Vatnajökull, qui est le plus vaste glacier d'Europe. Et il y en a qui faisaient de la recherche là-bas. C'est un peu le spot des meilleurs glaciologues l'été. Ils font, voilà, c'est the place to be des glaciologistes l'été, un peu étonnant. Mais on voulait y aller, et donc du coup, je me suis dit, on va y aller en bateau. Sauf qu'on n'avait jamais fait de bateau en tant que bande montagnarde, et nous avons pu trouver, heureusement, 3 personnes assez folles pour dire, bah venez. Et vous voyez à nos têtes qu'on a passé à des moments pas si évidents, hein, quand même, ça se voit, que c'était un peu intense. Et donc on raconte tout ça, et dans ce voyage un peu initiatique, on vous embarque avec nous sur la question de pourquoi on se bat, et pourquoi c'est dans cette conférence particulièrement. Parce que c'est une série, que du coup on se retrouve à faire des choses à Cannes Série, dans ce milieu artistique aussi, mais aussi parce que Jeanne, que vous voyez là, qui est une de mes meilleures amies, en fait elle est danseuse. Et donc elle est venue avec nous, et quand on fait un film, il faut savoir que c'est horrible, parce que tu as 12 500 heures de rush, tu as tourné plein de choses, et tu dois faire 1h30 de temps, ce qui est tout petit en réalité, parce qu'il faut... T'as l'impression de rien dire et de tout couper tout le temps, et moi je me battais beaucoup pour qu'on puisse mettre tous les interviews des experts, et chaque chiffre me paraissait important, et en fait on a fait ce choix, dans ce si peu de temps, de laisser beaucoup de place au silence et à la danse. Parce que dans la danse, il y a l'idée aussi de procéder par le corps, et d'être capable d'une information qu'elle nous traverse, qu'elle nous bouscule, et parfois moins dire, couper du fond, pour laisser le temps des respirations à l'intérieur même de l'œuvre artistique, pour qu'on puisse vraiment faire sien, faire corps avec les idées, et qu'elles s'imprègnent de nous, et qu'on les retienne, et qu'elles nous bouleversent. Donc c'est pour ça que vous allez voir, enfin si je vais vous regarder, mais il y a beaucoup de danse dedans, dans des paysages de nature qui disent parfois plus que mes 500 000 discours. D'ailleurs j'aurais dû faire venir une danseuse et me taire, ça peut être une super solution. Je crois que j'ai 5 minutes encore, donc question, est-ce que vous avez des questions? C'est le moment de dire oui. Ah très bien, une question ici. Je sais, je peux donner le micro? Ouais. Ah bah voilà. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Vous voyez, je ne suis pas déguisé. Je suis un artiste activiste, mot, bien vivant, M-A-U-R-E. Et je suis le premier artiste des grandsvoisins.com. Et le site des grandsvoisins.com où j'ai créé la plus grande galerie du 14e dans la morgue de l'hôpital. Mon premier vernissage a fait la une du Monde Culture. Et ma question s'adresse à ma copine Marine. De rien, c'est gratuit. De merci, de rien, c'est gratuit. Donc, vous avez un projet sur les grands voisins, qui est un projet d'activisme artistique, une grande galerie, etc. Nous, on a créé la galerie des arts voisins dans le 14e. Il y a une mémoire, il y a un passé, et on aimerait bien ne pas être des enfants pauvres de ce prochain projet que vous avez tous. Donc c'est une question, on va y répondre à huis clos, je suis sûr, mais je tenais à la poser devant tout le monde. Que deviendrons-nous, c'est-à-dire la Galerie des Arts Voisins, dans le projet de Thanks for Nothing? Voilà. Merci beaucoup. Vous pouvez peut-être gérer ça entre... Enfin, c'est super intéressant aussi, merci. Comme ça, on a entendu parler des 2 projets. Mais vu qu'il reste 3 minutes, si quelqu'un a une question à laquelle il peut répondre, a priori, là, j'ai pas de quantité à vous donner. Mais si quelqu'un... Oui, il y a des questions ici. C'est une question ou c'est juste un doigt levé nonchalellement? L'impression d'être le prof en cours d'ici, vous avez levé la main, et pas du tout. Ma question, on entend, ça va, c'est ok. Ma question, elle relève sur la question de la charge mentale, puisque vous avez parlé justement de rendre visible quelque chose dans une période d'information constante, etc., où il y a des barrières systémiques qui sont assez fortes, et justement, pour réussir, je pense, à créer, je sais pas, un mouvement médiatique, quelque chose, il y a tout un tas de problèmes qui ont l'air de succéder de façon indéfinie. On parlait là de Didier Lallemand, mais j'imagine que c'était genre un bout de surface, et j'ai l'impression que, comme ce qu'on vient de voir précédemment, ça demande beaucoup de courage de se lever et de casser la règle de ce qui est communément admis pour mettre un sujet sur la table. Et je voulais savoir comment est-ce que vous voyez, quel type de stratégie vous avez pour pas avoir à tomber tout de suite dans une forme de résignation ou dans un découragement qui est un peu induit quand on essaie de faire ce genre de choses. Voilà, j'espère que j'ai été clair, je rentre. Je pense qu'on
qu'on peut être résigné que seul. Donc ne jamais être seul, c'est la meilleure des réponses pour moi. C'est ce qui fait que jamais... en fait, une société entière ne peut pas baisser les bras. Donc à partir de ce moment-là, quand toi tu baisses les bras, si t'en as d'autres qui prennent le relais, c'est bien de faire le deuil rapidement du fait qu'on peut être exhaustif. C'est bien de faire rapidement le deuil qu'on est irremplaçable. Personne ne l'est. Et donc, moi ça a été dur, hein, parce qu'il y a quand même ce truc où quand on projette, tu te trouves très vite en réaction, et c'est quelque chose que j'ai vraiment refusé, de juste devoir donner mon avis sur tout. Une fois que c'est passé, ça m'intéresse pas du tout. Moi, ce que j'ai envie, c'est de créer une actualité, c'est pas de la commenter. Je respecte, c'est un métier génial, hein, mais c'est juste pas ce que je veux faire. Donc à partir de ce moment-là, on arrive à des victoires comme on l'a eu sur les fonds marins, mais j'ai passé 1 an et demi dessus. J'ai passé 1 an et demi et on a fait des heures de choses qui sont pas sur les réseaux, qui sont pas dans les médias, qui sont de la stratégie pure, qui sont des milliers de rendez-vous, qui sont des milliers d'heures pour comprendre précisément l'impact des biodiversités sur les sédiments, bref. Donc, à mon sens, moi une chose qui m'aide, c'est de se concentrer sur un objectif aussi, parce que quand tu le mènes jusqu'au bout, tu peux voir que ça fonctionne. Mais c'est vraiment de ne jamais rester seul et de s'entourer, de ne pas faire une action. C'est pour ça qu'on a créé très concrètement un Discord, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est Discord, qui s'appelle Avant l'orage. Je vous invite à aller dessus si jamais. Parce que moi je reçois, mais sincèrement, hein, je pense au moins minimum 10 messages par jour de gens qui me disent je sais pas par où commencer, hyper envie de m'engager, de changer de vie, machin, tout est mon job, de changer d'études, tout ça, peu importe. Mais je fais quoi? Je commence par où? C'est quoi le premier pas? Enfin, quid. Il n'y a rien autour de moi, je vis pas à Paris. Et je reçois peut-être 5 messages, sincèrement, de gens qui me disent j'ai une super asso, on fait un truc incroyable ici. Tous les gens que vous allez entendre juste après moi là, qui font des choses très concrètes sur le terrain. Nous on a ça. Ou alors moi il y a un projet pétrolier, d'entrepôt Amazon juste devant chez moi comment on arrête? L'indignation est partout où on pose notre regard, il suffit d'avoir le courage de la lucidité et le courage de la voir. Et donc, la vraie question, c'est comment est-ce qu'on met en contact ces deux catégories de personnes dont je vous ai parlé. Et c'est pour ça que nous, on a créé un endroit qui n'est pas du tout à nous, ça a le nom, mais ça appartient aux gens. C'est vraiment, il y a Paris, mais il y a plein de villes en France, plein de villages en France, et le truc, c'est de se dire, ceux qui ont des projets, racontez, vous avez quoi? Vous avez besoin de coups de main sur votre ferme, vous avez un projet artistique, vous voulez faire une manif, vous voulez faire une œuvre d'art engagée, que sais-je, vous avez besoin de gens. Et bien très bien, posez vos annonces ici. Et vous savez pas quoi faire, vous habitez dans la Creuse et vous voulez vous engager, et bien très bien. Mais ça se trouve qu'il y a des naturalistes dans la Creuse, vous allez savoir après. Donc, il y avait de quoi faire. Et s'il n'y a rien, mais rencontrez-vous et créez quelque chose ensemble. Et vraiment, il y a plein de moments, hein, c'est pas vrai, il faut sortir de cette... Tu vois, quand je parlais des émotions et de la vulnérabilité, il faut absolument pas ériger, et c'est ce qu'on fait dans le documentaire, des activistes en forme de héros qu'on regarderait soit avec mépris, soit avec admiration en disant « vous ne doutez donc jamais ». Heureusement qu'on doute, c'est profondément sain, ça veut dire qu'on est encore un petit peu intelligent. Sinon, c'est un peu inquiétant, c'est les psychopathes qui doutent plus, donc ça m'arrange de douter encore un petit peu, c'est plutôt bon signe. Mais donc, évidemment, il y a plein de moments où c'est beaucoup, où c'est trop, mais on s'en sort en n'étant jamais seul. Et les moments où toi t'en peux plus, il y en a d'autres qui prendront un peu le relais. Parfois tu prendras le relais d'autres. Il y a des sujets sur lesquels tu vas pas pouvoir être parce que tu seras occupé. C'est frustrant, hein. Moi j'ai pas pu être là à Sainte-Soline à toute la question sur les bassines parce qu'on avait la tête dans les fonds marins. Et c'était horrible. J'avais tous mes potes qui étaient... j'avais trop envie de participer à ce moment historique et qui me révoltaient et tout. Mais je devais aller au bout de ce chose-là que j'avais mis en place. Et là ça voulait dire travailler dans l'ombre avec des diplomates dans une salle climatisée pendant 12 heures d'affilée. Moins fun, mais important aussi. Et il y a d'autres moments où on inversera, et c'est pas grave. Et une société entière ne peut pas baisser les bras. Donc si tu gardes ça en tête, ça devrait aller, je pense. Enfin, j'imagine.